Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Raphaël Guinamard, astronome amateur depuis très longtemps. Oh bah ça doit faire pas loin de 40 ans. Voilà, 40 ans. Ouais. Je pense assez furieusement addict de la collection de photons avec un télescope de 915 mm de diamètre. Et donc je vous propose une interview sur le terrain de jeu pour connaître un petit peu Raphaël, parce que c'est quand même un astronome amateur qui mérite à être connu, avec une très solide expérience et aussi une progression comme ça au fur et à mesure de ta vie d'astronome amateur, de petit télescope jusqu'à un des plus gros télescopes français finalement, le T915 Norman Fulham. Et on va parcourir un petit peu la bête parce que tu en as fait l'acquisition il y a 4 ans 7 ans. 7 ans déjà, Quand même, ouais. mais tu as fait pas mal d'évolutions dessus. Oui, et donc le 915 par rapport à ce qu'il était avant, là on est en train d'ouvrir des nouveaux champs, en fait, des nouvelles perspectives. Ouais. Ça peut être assez intéressant d'en parler. Donc voilà, Raphaël Guinamard, le T915, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Depuis les rencontres astronomiques du printemps, vous aviez reconnu bien évidemment l'environnement. Allez, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Ok, Raphaël, eh bien, est-ce que tu peux te présenter voilà, un petit peu. On est sur là, c'est un de tes télescopes aussi. Ouais. Et c'est pas ton premier. Non. Ouais, donc Raphaël, j'ai 56 ans. Et en fait, j'étais au club d'Aix-en-Provence, l'astronome amateur aixois. Ok. Et c'est là où j'ai découvert l'astro. Et où il y avait un 260 à l'époque, c'était un truc monstrueux. Donc pour c'était l'époque. dans les années 80, 87. 87. Ah, 260 déjà à l'époque, c'était Ah un beau ouais, diamètre. non, c'était pas mal. Ouais. Et du coup, j'ai dit, tiens, je vais essayer d'acquérir un diamètre de ce style. Et c'était l'époque des tout premiers Coulter, des tout premiers Dobson des États-Unis, donc j'avais économisé pour acheter un 330. Ouais. Et voilà. À l'époque, c'était du gros diamètre. Les tubes énormes en cardboard, là. Et voilà, donc ça, je suis resté peut-être une dizaine d'années avec. Et puis après, je l'ai reconstruit. Et ça, donc tu as refait la structure. J'ai refait la structure du 330 pour essayer différentes nouveautés qu'il y avait à l'époque, des structures sandwich, des araignées juste avec des fils, des trucs comme ça. Tester des choses. Voilà. Et après, écoute, j'étais au RAP en 2000. Et là, j'ai regardé M51 dans le 760 de Vincent Leguerne, et là, c'est vrai que M51, on s'y attend pas trop, mais sur des gros diamètres. Hein. Ouais. Donc celui-là, c'est un combien ça? C'est un 600. C'est un 600. Donc voilà, par exemple sur un 600, quand le miroir est très bon, quand le ciel est très bon, on va en parler aussi de la question du ciel, on commence à voir vraiment des détails, des petites granulosité entre guillemets, on voit très bien la spirale en fait, et on commence à voir des détails dans la spirale, et ça commence à devenir franchement ahurissant. Il faut le ciel qui va avec, bien évidemment, hein, c'est pas en pleine ville qu'on fait ça, mais une fois qu'on a zioté dedans, on se dit là il y a quelque chose. Donc c'est en regardant dans le 760, j'ai dit mais c'est pas possible, je vais construire un gros diamètre. Et c'est comme ça que j'ai construit ce 600 qui est sur des 3.3 et qui a l'intérêt, c'est qu'il est à taille humaine, quoi. Tu vois. Ça c'est cool ça. T'as pratiquement pas besoin de marche au pied. Voilà, t'as juste deux. En tout cas, tu l'as calibré à ta taille. Voilà. Donc et ça j'ai observé avec, je sais pas, peut-être 10 ans, 15 ans peut-être. Tu l'as construit donc vers quelle année alors du coup? Celui-là c'était en 2001-2002, après les RAP. 2001-2002, après les RAP. Ah ouais. Sachant que les RAP avaient été fondés un peu juste avant. 99, les premières RAP. 99. Donc là, on regarde la construction par rapport à ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, c'est assez intéressant. C'est des tubes c'est de la récup en fait. Apparemment, là, tu les as pincés, piscine, là, effectivement. C'est des tubes de piscine, ça. Des tubes de piscine. Voilà, il y en a les balais. Oui, c'est ça. D'accord. Effectivement, on fait avec ce qu'on trouve. Moi, j'en connais un qui est sur la chaîne. Hein, c'est Fred Bourgeois, Freddy, et qui a fait il a fait carrément son cabanon observatoire à partir d'une vieille piscine hors sol.
Il a récupéré toutes les lattes de bois, en plus de ça, c'est de l'imputrescible. Ouais. Donc, un miroir que tu as fait toi-même? Non, que j'ai acheté. D'accord. Et qui est-ce qu'il avait fait à l'époque? C'est un opticien qui a voulu rester anonyme. Un opticien qui a voulu rester anonyme. On ne va pas le dire alors. Donc voilà, je vois qu'il y a un petit peu d'électronique en dessous, il y a de la motorisation. Il y a juste la motorisation des vis de collimation. Comme ça, quand tu fais ta colline sur une étoile, et hop, tu fais à la raquette. À la raquette, c'est le primaire, hein, simplement. D'accord. Non, il est basique, il est robuste, il est agricole, il marche très bien, du coup. Parce qu'il y a peu d'électronique. Et il y a peu de risques dans la conception. Voilà, ça c'est éprouvé. Donc celui-là, dans les années 2001, 2002. 2001-2002. Voilà. Ça t'a demandé longtemps au total le travail? Alors, je vois que tu avais là ici des Bonistars. C'est du FRP Glass. C'est du FRP, d'accord. Ouais, parce que les Bonistars, ça ne se retrouve plus aujourd'hui. Ouais. Mais sur les gros diamètres, vaut mieux du FRP. Alors, petit détail, on peut venir voir ça justement. Ça, c'est assez intéressant. Typiquement, ici, on va mettre un patin de téflon. Et là, vous voyez qu'on a une surface qui est rugueuse. Très granuleux. Et c'est volontaire. Parce que si c'était lisse, là, ici, ça va faire ventouse et ça va coller. Alors que là, ça ne va pas faire ventouse. Et du coup, on a un mouvement qui est extrêmement fluide. Du coup, très, très agréable à l'utilisation, quoi. Et en dessous, c'est pareil. Hein. Et en dessous, c'est pareil. FRP Glassboard sur téflon. Et du coup, le point principal, c'est d'essayer d'avoir le même style de mouvement en altitude et en azimut. Ouais. Et comme ça, tu te déplaces en 3D, quoi. Enfin en 2D, mais avec les mêmes forces. Du coup, les mêmes contraintes. Ouais. Voilà, donc tu ne te rends même pas compte que tu es en azimutal parce que tu déplaces à ton gré. Si tu veux suivre la station spatiale, tu la suis. Est-ce que tu as un souvenir d'une observation mémorable avec ce télescope? Ouais, oui, au sommet de la Sardaigne, au mont Gennargentu, où là j'avais vu la Crescent Nebula et je me souviens nébuleuse du croissant. Ouais, nébuleuse du croissant, et on voyait toute la partie sur le côté gauche. Et là j'ai vraiment l'impression de faire un tout avec l'univers. Tu vois, j'ai un truc un peu mystique, quoi. Tu dis sauf qu'après le petit matin, quand je suis redescendu, il y avait les Italiens avec leurs fusils, les carabinieri là. Carabinieri, c'est ça. Carabinieri. Et des mecs qui m'ont arrêté. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton truc? Et j'avais dû expliquer que c'était un telescopio Estrella. J'ai essayé de dire avec 2 mots d'italien. Puis leur montrer les atlas et ils m'ont dit bon allez, file, dégage. Qu'est-ce que vous transportez dans votre voiture, monsieur? Non, mais les mecs, de la drogue? Ah, je vous confirme, c'est très addictif. Ils croyaient que j'étais en train de transporter de la drogue, quoi. Ah punaise. Allez, le truc. Voilà, ça c'était peut-être ta plus belle observation. Donc un instrument que tu as utilisé énormément, que tu utilises un petit peu moins du coup depuis l'arrivée du 915. Bah oui. Ouais. Donc j'ai utilisé peut-être une quinzaine d'années peut-être. Une quinzaine d'années. Parce que j'ai acheté 915 en 2017. Tu vois, donc c'est à peu près une quinzaine d'années. Hein. Avec des hauts et des bas parce que j'étais à l'étranger. Mais globalement, c'est ça, quoi. Dans les contraintes d'un télescope qui commence à être de grand diamètre, la possibilité de l'installer seul ou pas. Est-ce que celui-là, tu arrives à l'installer tout seul? Oui, parce que tu vois, il est dans une remorque qui finalement... Il tient dans la remorque. Ouais, il tient dans la remorque. Il y a un dispositif de roues. Bon, tu vois, il y a des rampes là qui viennent... Tu as des rampes, d'accord. Donc en fait, avec des roues que tu mets en dessous, tu vas monter avec des roues. Okay. Hop, attends, tiens, regarde. Les roues qu'on voit là. Voilà, hop, qui viennent se mettre très facilement sur la structure avec. Ouais, en dessous de la structure. Okay. Voilà, qui viennent se mettre et tu descends ça comme une brouette, très classique, hein. D'accord. Très classique et du coup tu montes. Franchement, ça, pour moi, c'est le meilleur compromis entre transportabilité et vision. Ouais. Et hauteur d'oculaire pas trop élevée. Tu vois. Sachant que c'est un instrument que tu vas stocker typiquement dans un garage ou quelque chose comme ça. Ouais, moi je le laisse dans la remorque. En appartement, ça... Ah oui, carrément. Oui, non, tu le laisses dans la remorque. Et tu mets la remorque et dans voilà, le garage. Et du coup, quand tu arrives sur le site, déchargement, montage, collimation, 7 minutes. Tu vois? Ouais. Ah non, c'est fabuleux. Ah ouais, c'est super rapide. Hein. Voilà. Ouais, fabuleux. Donc non, franchement, c'est le meilleur instrument, moi je trouve, hein, parce que c'est le meilleur compromis. Parce que tu as réglé la problématique de la transportabilité. Ouais. Voilà. Ouais. Sachant que ça, bien sûr, ça se pose par-dessus. Oui. Donc en fait, donc ça commence à devenir relativement compact. Ouais, ça fait un truc, hop, une brouette, et puis voilà, quoi, ça roule. Hein. Ça se fait. Ok, on est maintenant avec le 915, le monstre.
on se rend pas bien compte de la hauteur, mais là on se met à côté, regarde, voilà, on se met juste à côté. Regardez la taille du monstre, il fait plus de 3 mètres de haut. En total 2,70 m, ouais. 2,70 m. On est bien petit. Et par contre, le poids est monstrueux parce que c'est une structure métal. 180 kg. Et structure en alu. En alu. Ok, alors, ce télescope, raconte-nous un peu son histoire. Il est fait au Canada. En Amérique, au Canada, Ouais, c'est ça, ouais, Norman Fulhom. Ouais. Qui fait des télescopes qui font jusqu'à 1 mètre de diamètre, je crois. Je sais pas s'ils font plus gros. Ah oui, il fait jusqu'à 60 pouces, donc 1,50 m. 1,50 m. Mais je crois qu'il a fait un miroir de 60 pouces, et les télescopes, tout compris, il fait jusqu'à 50 pouces, qui fait 1,27 m. Ouais, c'est énorme, énorme. Alors, déjà, à un moment donné, je pense que l'addiction, elle était déjà bien présente. Ouais. Et t'es tombé sur une occasion extraordinaire, c'est ça? Ouais, alors en fait, ce qui se passe, c'est que au bout d'un moment, tu as toujours envie de voir plus. Ouais. Et puis dans les années 2000, ça n'existait pas. Et après, quand je me suis repenché sur le truc dans les années 2015-2016, j'ai vu qu'il y avait justement Fulum qui faisait des télescopes complets. Et j'ai dit, tiens, pourquoi pas. Et bon, j'ai contacté et puis je suis tombé effectivement sur un Italien qui avait ce télescope-là. Donc j'ai dit, tiens, est-ce je peux regarder dedans parce que je voulais en acheter un. Et puis à ce moment-là, il m'a dit, ok, on peut faire affaire. Et là, du coup, je vais racheter à l'italien. D'accord. Donc tu n'as pas eu la problématique de l'importation? Non, enfin lui il avait eu. Mais... Oui, lui il l'avait eu, mais voilà. Et puis surtout, j'ai pu le tester aussi sur place. Et vu que j'ai dit non, il est bien. J'ai start testé comme il faut parce que j'avais fait ma petite expérience au start test à cause du 600. Et du coup j'ai dit ok, celui-là il m'intéresse. Et du coup voilà, on a fait affaire. Alors une structure comme ça, d'un télescope assez monstrueux, il faut être 4 pour le monter. Là par contre, tu ne peux plus le monter tout seul. Oui, parce qu'en fait toute cette partie-là, du haut, vient en une partie. Après tu as 1, 2, 3, 4 montants latéraux qu'on peut enlever. Et après tu as une grosse partie en bas. Mais une fois que tu as monté les 4 montants latéraux, pour mettre la partie en haut, c'est mieux d'être 4. Tellement haut. Voilà. Donc là tu es tout de suite dans un autre monde de contraintes, quoi. C'est ça, donc en fait, en gros, tu le déplaces avec les copains du club, quoi. Avec les copains du club, voilà. Ou sinon, je le laisse en poste fixe. Et là, il n'y a qu'à le rouler avec les roues, quoi. Alors, tu peux faire une démo de ça, parce que là, déjà rien que ça fait partie des contraintes du truc. Ouais, puis ça fait partie des ajouts, parce que ça, au départ, il n'y avait pas ça. Tu n'avais pas les roues à l'origine. Non, ça fait partie des améliorations, tu vois. Donc ça, c'est comme James Bond. Tu prends la visseuse et hop. Et voilà, et la roue, hop, elle descend. Bon là je vais arrêter, et du coup tu peux complètement le balader, quoi. Voilà, donc une fois que tu le balades, tu le poses sur une dalle, quoi. Et voilà. Et du coup après tu le reposes sur ses pieds. Voilà, donc en fait, tu peux l'avoir finalement prêt entre guillemets dans ton garage et le sortir comme ça. Si c'est tu veux ça. faire une en fait, tu le roules, tu le redescends sur ses roues et le tour est joué. Donc ça, c'est quand même formidable. Du coup, en mise en œuvre, c'est assez rapide. Quand tu le soulèves, est-ce que la base ronde là qu'on voit au sol vient avec ou pas, non? Non. Et puis la base ronde, là, on l'a mis juste ici parce qu'on n'était pas sûr de la hauteur du terrain, tout ça. Sinon, à la maison, il n'y a pas. Il y a juste une dalle en béton. D'accord. Et puis il vient poser. Parce que en fait c'est la plaque rouge qui sert de support de base normalement. Là tu as un grand board, voilà, avec des pieds. Mais il vient avec quand tu le tout ça vient avec. Et la plaque de bois on l'a pris juste pour les râpes, sinon on ne prend pas. Alors déjà ce qu'on peut voir c'est que rien que le fait on peut le pousser carrément au doigt, donc c'est super souple. Ouais. Alors par contre à la mano je te le conseille pas. Il y a un dispositif de suivi, parce que sinon c'est quand même pour suivre, c'est dans le 600 c'est du beurre, là c'est du beurre bien dur. Et surtout tu as une sacrée focale là maintenant. Oui, alors là il y a 3200 de focale. Le 600 t'étais à combien? 2 mètres. 2 mètres, donc 3006 c'est quasiment au double.
Ouais, effectivement. ouais, un peu moins. 3200. 3200, ouais. Non, Ouais. 1,5 une fois et demi, mais ouais, donc, voilà. du coup ça chasse plus vite. Hein. Ouais. Et là, le 600 était à 3,3, ouvert à 3,3, lui il est ouvert à 3,5. À 3,5. Voilà. Alors du coup, ouvert à 3,5, effectivement, et il a une spécificité dans sa construction, ce télescope. Je pense qu'il faut en parler. Ben, en fait, c'est un Newton replié. C'est-à-dire qu'on voit que le miroir secondaire qui fait 340, hein, donc c'est déjà une belle bête. C'est un peu la taille du primaire déjà d'un gros télescope. Donc c'est un plan normal, hein, comme un Newton, sauf que là, il est replié vers le bas. Ce qui fait que du coup, tu as quand même une hauteur à l'oculaire pour un 915 qui est quand même, bon, ça va quoi, tu vois. Voilà, sur des cibles à 40 degrés. Voilà, on est plus que 40, là on doit être à 50-55 degrés, t'es les 2 pieds par terre. C'est quand même assez extraordinaire. Ouais. Et puis sinon, moi j'ai besoin de 2 marches. Je suis vraiment au zénith, j'ai besoin de 2 marches. Je prends le 3e, c'est pour les enfants, voilà. Mais sinon, 2 marches ça suffit, tu vois. Et je suis pas spécialement grand, donc voilà. Donc du coup, c'est une formule. Alors qu'un inconvénient, c'est que du coup, le miroir secondaire est plus grand, et donc il y a plus d'obstruction. Hein. Bon, ça se paye en obstruction, mais en même temps, c'est un confort d'utilisation que tu n'as pas. C'est certain, parce que quand en pleine nuit, faire monter les gens assez haut, ça commence à devenir assez épique. Miroir secondaire, 330 mm de diamètre. 340 mm de diamètre. Alors c'est une ellipse hein, quand même. C'est une ellipse. Et donc le 340, 320-340. Avec une structure quand même assez inhabituelle. Là, il faut venir voir ça là. Oui, parce que ça aurait pesé du poids quand même. Ça aurait fait facilement 6 kg. Hein. Ça aurait été... un miroir de 300, c'est 6,6 kg. Ouais, d'accord. Donc ça aurait été violent. Et là, on a quand même un support assez particulier, une structure assez particulière. Ça fait comme un barillet, mais inversé. C'est-à-dire que là, tu as un support à 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vois, c'est articulé en carbone pour avoir la même coefficient de dilatation que le verre. Tu vois. Bon, ça fait partie des petites améliorations. Il faut qu'on rajoute 2-3 petits ressorts. On a mis ça comme ça vite fait au rap là. Et voilà quoi. Après, colline classique quoi. Ouais, avec une collimation. Ça, c'est une question que j'avais effectivement. J'ai fait un tuto sur le réglage de la hauteur d'un miroir secondaire sur un Newton, donc en 90 degrés. C'est un problème qui peut entraîner de l'astigmatisme et des aberrations quand on fait de l'astrophoto. Là-dessus, comment tu es certain? Parce que tu as du coup 2 axes. Tu as l'axe du miroir primaire, et mécanique de l'instrument, et de l'autre côté, tu as un axe en diagonale qui est celui vers ton porte-oculaire. Comment tu sais quelle est ta hauteur là-dessus pour bien le régler? Alors la hauteur, ça j'avoue que je ne sais pas. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que tu vois là, tu as des petits, comme sur un primaire, tu as des petits supports latéraux. Alors, il y en a 2 là, parce que là, quand on est orienté vers le bas comme ça, et puis quand on est vers le haut, alors attends, il faudrait qu'on voit là, parce que là, il y a le soleil, mais quand on est vers le haut, on voit que la partie basse, hop, il y a un 3e là-bas. Tu vois, tu as un 3e support latéral, parce que quand tu es là, le latéral, tu vois, c'est pas le même qu'en bas, quoi. Hein. Ah oui, effectivement. Tu vois ce que je veux dire? C'est que là, tu as besoin de 2 supports qu'on voit là, qui sont à l'image. Il va se balader dans et quand par contre on descend, en fait, la gravité amène sur ces 2-là, tu vois. Donc c'était pas intuitif, mais en fait, il faut 3 supports. Voilà. Bon, même si je sais pas si c'est vraiment utile, c'est que juste coller ça. Je sais pas si c'est vraiment utile parce que c'est quand même. Comment il est maintenu vers le haut du coup? Parce que t'as pas de pattes qui viennent vers l'avant. C'est ça là. Mais en fait, il est collé. Mais en fait, il est collé. Il est collé sur son support. Après, je sais pas si c'est vraiment utile. Bon, c'est pour le fun, pour faire comme un miroir primaire. D'accord. En fait, il est collé sur son barillet, sur ses triangles de barillet. Et le fait que ce soit un système de barillet fait que la traction vers le bas du miroir est équilibrée sur tous les points de touche. C'est comme si tu avais un primaire que tu avais inversé. Que tu travailles à l'inverse. Et donc là, tu es obligé de coller. Et là, tu as une petite sécurité quand même. Il y a quand même à chaque fois des petits câbles pour tenir si jamais il y avait un petit accident. Voilà. Magnifique. Voilà. On pourrait peut-être montrer quand même le miroir. Alors, le miroir est assez extraordinaire aussi. Là aussi, on a refait tout le capot.
Le miroir est pas plein, fort heureusement. Hein. Ouais. Je sais pas si tu vois la structure. Là, on la voit là, sur le côté, là. On la voit Tu sur les la vois tranche, là un petit peu. T'arrives à voir, voilà. Là, on voit ça c'est vraiment le savoir-faire de Fouloum. C'est que il y a 2 disques de verre qui sont en fait soudés avec par des piliers. Et il y a, je sais pas, une centaine de piliers comme ça. Et ils passent tout ça au four. Et du coup, ça fusionne. C'est juste la limite du point de fusion. Et du coup, ça solidarise les deux disques. Et là, bien sûr, ça fait 15 mm, hein, l'épaisseur du disque supérieur. 15 aussi. Et c'est un ménisque en fait. Alors, la partie supérieure est un ménisque en plus. Oui, parce qu'en plus, dans son four, il prend la forme du rapport F sur D qu'il veut. Ouais. Et du coup, il sort de ça. Donc en fait, tous ces petits plots suivant leur position, ont une longueur qui est, une hauteur qui est alors, je calculée. Sais pas si la hauteur est... si. Parce que c'est un ménisque, hein, donc normalement c'est tous les mêmes, tu vois. Ton miroir a la hauteur et a une épaisseur constante. La partie supérieure. La partie derrière, c'est un plan. Non, c'est un ménisque aussi. C'est aussi un ménisque. Tout est ménisque. Tout est ménisque. Du coup, les piliers, ils ont la même. Ils ont la même hauteur. Simplement, ils sont un peu presque soudés. En fait, ils sont fondus, presque fondus. Et voilà. Alors du coup, il y a un support, il y a des supports latéraux qu'on voit là ici. Et en fait, si on compte déjà, on a 8 supports latéraux, ce qui est pas banal. Ouais. Que j'ai mis à chaque fois monté sur des rotules. Sur des rotules. Moi, j'ai changé aussi le matériau. Ça, j'ai mis du PFA pour que tu vois, il y ait moins de friction. Et puis j'ai mis un dispositif ici que j'ai créé aussi pour l'ajuster en hauteur. D'accord. Le support lui-même pour qu'il soit pile poil au centre de gravité du miroir. Oui. Moyennant quoi, tu n'as pas d'astigmatisme. Oui. Parce que forcément, là, en termes de déformation d'astigmatisme, ça se déformera beaucoup plus qu'avec du verre. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, moi j'ai fait en sorte qu'il soit pile poil au centre de gravité, comme ça tu n'es pas emmerdé. Donc ça fait partie des dernières nouveautés qu'on a fait. Hop, le petit cache qui vient se mettre et se remettre. Alors, à chaque fois, on fait des petits bricolages comme ça pour optimiser l'utilisation. De moins en moins de temps pour le mettre en service, quoi. Alors, qui dit miroir de grand diamètre dit forcément un barillet à la même mesure. Donc, on avait un classique 9 points qu'on aurait fait 1, 2, 3 là avec les grands triangles. Et en fait, ils sont remultipliés par 3 derrière. Voilà. Ça fait qu'au total, tu as 3 x 3 x 3, tu as 27 points. On voit très bien effectivement la structure donc des plots là entre les deux lames de verre effectivement. Et puis tu as les petites bandes violettes là qui servent à maintenir tous les triangles à la même place. C'est pour faire joli. non mais ça sert un petit peu. Un petit peu il peut tourner un petit peu, c'est pour ça que j'ai mis ça. Ouais. Bon. Mais oui, c'est pour ça que j'ai mis. Ouais. Donc ça aussi c'est dimensionné pour, et puis avec une énorme structure tubulaire bien évidemment pour encaisser la charge. Ouais. Parce que forcément, et on va dans les prochains mois, tu vas motoriser les vis de collimation pour le faire comme le 600 directement sur l'étoile à l'oculaire. Ça c'est sympa aussi. Ouais, donc là on va mettre des moteurs pas à pas et hop. Ça va être les prochains bricolages. Alors la mise à température, ce que je vois c'est que tu as des ventilos aussi. Ouais. Ouais, il y a 4 ventilos. Alors l'intérêt d'une structure très ouverte comme ça, c'est que la mise en température est plus rapide, hein, puisque les disques de verre finalement ils font que 15. Tu peux même souffler là, entre les deux, parce que les ventilos ils sont entre les deux. Tu peux même souffler de l'air entre les deux. Donc la mise en température est très rapide par rapport au diamètre du télescope, quoi. Globalement, tu considères quoi, 2 heures, 3 heures? Ah non, moins. Hein. Non, c'est plutôt 1 heure. Bon, après ça dépend, hein, mais en gros, je pense 1 heure. Puis surtout que là, on va mettre des ventilateurs en haut pour aspirer la couche turbulente, pour la rendre laminaire et pour faire en sorte que pendant cette heure-là, tu aies quand même des images potables. D'accord, bon, effectivement. Je vois qu'il y a pas mal d'électronique en dessous avec un Servo 4. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, en fait, l'électronique, c'est donc le Servo 4, lui, il va gérer les moteurs. Hein. Il va gérer les moteurs, et puis là, tu as l'Argonavis. Alors, il y a pas mal de pollen là, au rap. Tu as l'Argonavis qui est, on va dire, l'ordinateur, le maître d'œuvre, qui va dicter au moteur la bonne vitesse pour suivre les étoiles, qui va aussi faire GoTo. Donc, tu as une sélection de milliers d'objets là-dedans. Tu as des fonctionnalités avancées de
de modèles de pointage, on pourra en parler après, où du coup, tu as à la fois go-to, suivi, et puis des modes pour aller voir, faire des tours de tout, enfin bon, voilà, c'est pas mal comme système. Globalement, si on voulait, alors toi tu l'as acheté, c'était déjà équipé, Ouais. mais si on voulait équiper un Dobson déjà existant de ce type de truc, il faudrait donc des moteurs qui sont donc proposés par Servo4, c'est ça? Ouais. En fait, Servo 4, ils font un système. T'as tout compris. Et ils te disent déjà quels sont les moteurs que tu dois prendre, etc. Ouais, en fait, ils mettent le même moteur et bizarrement, ils ont gardé le même type de moteur, même qu'ils ont sur des plus petits. D'accord. Enfin, des intermédiaires, on va dire. Ouais. Voilà. Sachant que moi, en plus, on a boosté la vitesse de suivi. Parce enfin, la vitesse de pointage. Il était à 3 degrés par seconde. C'était déjà pas mal pour une bête comme ça. Et là, j'ai monté à 5 degrés par seconde. Enfin, on a discuté avec le fabricant. Hop. Du coup, il pointe assez vite, en fait. Ok. Et une corde à piano. Hein, ouais, un câble, quoi, on va dire. Un grand câble en acier. Voilà. Qui nous permet d'armer ou de désarmer le moteur. Ouais, et puis d'une part, donc le câble fait 2 tours en fait. Il fait 2 tours et c'est ce galet qui va tourner grâce au moteur et puis un gearbox, je sais pas comment on dit en français. Boîte de vitesse. Ouais, voilà. Enfin, réducteur. Un réducteur. Ouais. Et qui va du coup faire tourner le télescope là comme ça. Et puis en azimut, c'est un galet aussi qui vient sur la tranche. Alors là, il faut vraiment aller arriver le voir, mais ok. Ouais, faudra que tu mettes vraiment de toute façon, déjà, on voit la position du moteur, on commence à comprendre le truc. En bas, là, le galet. Là, c'est pareil. Et là, même chose, tu as un système de verrouillage, déverrouillage en fait du galet. Alors, ce qu'on n'a pas dit sur la formule optique aussi, c'est que j'ai rajouté ici un renvoi coudé à 120 degrés, parce que forcément, le faisceau, il arrive comme ça. Et donc, quand tu es vertical... Oui, c'est vrai que c'était pas d'origine, ça. Non, c'était pas d'origine. Comme ça. Ça, c'est un truc de grosse bino qui est fait au Japon et qui a l'intérêt que c'est un gros miroir. Il fait 89. Du coup, tu diaphragmes pas. Parce qu'il y a eu tout un moment où, en fait, je me suis rendu compte qu'il diaphragmait. Si tu mettais un renvoi coudé classique, qui est un petit miroir. Là, c'est un plus gros miroir, du coup, tu diaphragmes pas. Donc ça augmente la capacité de confort. Et puis effectivement, je vois que là, il y a un stroke. Il y a une petite nouveauté. Ouais, parce que j'avais fait un stroke pour mes enfants. Là, on avait fait un petit projet familial. Et du coup, j'ai dit, tiens, on va mettre le stroke en parallèle du 900. Pour voir ce que ça pourrait faire. Donc tu as fait une petite là, fixation là, comme ça. Voilà. On voit sur le derrière que tu vas finalement faire le parallélisme entre les deux télescopes. D'accord. D'accord. Ouais. Et le gros intérêt, c'est que tu vas. Alors attends, on va le mettre un peu plus en position plus classique. Hop, voilà. Donc en fait, le truc, c'est de basculer d'une vision au 900 à une vision dans le 250 au passage. Alors j'ai mis un renvoi coudé pour qu'on ait exactement le même nombre de réflexions. Ouais. Parce que là, j'ai un renvoi coudé. Donc j'ai mis un renvoi coudé. Du coup, j'ai mis un secondaire plus gros pour pouvoir passer en 2 pouces. Oui. Et du coup, mettre des oculaires de 2 pouces avec des grands champs. Oui. Ce qui fait que là, tu as un énorme champ. Pour un 250, tu as 2 degrés de champ, tu vois. Et bon, la lumière d'un 250, enfin peu de lumière. Bon, voilà. Bon. Et après, tu as le 900 qui lui a 35 minutes d'arc de champ et qui a la pêche en fonto. 35 minutes, c'est le diamètre de la pleine lune, quoi. Ouais, voilà. Elle tient, il reste un petit peu. Et donc du coup, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de comparer les objets. C'est avec le plus faible grossissement, parce que bien sûr. Bien sûr. Ouais. Et avec le plus faible grossissement, 180 fois le plus faible grossissement. Ouais. 180 fois. Et du coup, ce qui est vraiment bien, c'est de comparer. Ouais. Tu passes de l'un, hop, et sur le même escabeau, tu regardes dans le 250 et tu peux comparer soit une image à très grand champ. S'il y a des objets qui rendent mieux, tu vois, la galaxie d'Andromède, c'est bien d'avoir un grand champ. Ouais. Et puis après, hop, tu vas voir des détails, bam, et là, tu es dans l'objet, dans le cœur de l'objet, juste en tournant la tête. Alors justement, je pense que là, il y a une question assez intéressante qui pourra intéresser beaucoup de monde. La perception, c'est que pour les étoiles, bien évidemment, une même étoile sera beaucoup plus lumineuse avec le 915. Forcément, le diamètre collecteur est beaucoup plus important. En revanche, quand tu vas observer une galaxie ou une nébuleuse, si ta pupille de sortie est la même,
tu vas avoir la même luminosité globale, mais le niveau de zoom ne sera pas le même. Ouais, alors... bon, Je parle bien de moi, choses surfaciques et pas de moi, d'amas je suis d'étoiles. pas un pro en théorie. Par contre, tu vois, les galaxies, ça n'a juste rien à voir, quoi. Ah oui, bah forcément, plus tu grossis, mais plus ça va s'occuper c'est de pas ton qu'une truc. histoire de zoom, quoi, je veux dire. C'est pas que c'est Ah pas bah qu'une histoire t'as de quand zoom, même quoi. t'as un collecteur de photos comme ça. Tu vois, je sais pas, moi, par exemple, hier, on était sur M51. Bon, au 250, tu t'arraches vois une petite pour tatou- tenter une de petite voir tachouille. les bras. Et puis là, tu vois, ça t'apparaît les bras spiraux, les nodosités un peu dans les bras. Ouais, enfin, je sais pas l'expliquer théoriquement. En tout cas, Ouais. je veux dire que bon, Ah ça bah a rien à voir. il y a un niveau de zoom minimum pour pouvoir avoir vraiment quelque chose qui sort bien. Ouais. Mais t'as la pêche en photon, quoi, c'est ça que je veux dire. Ça c'est clair. Alors quels sont les prochains projets autour de ce télescope parce que j'ai Ben- cru comprendre qu'il y avait des petites Alors- bidouilles qui étaient en cours là-dessus. Ouais, alors d'abord, ce qu'on est en train de terminer, mais ça c'est pratiquement achevé, c'est toute l'optimisation du pointage d'abord, parce que l'intérêt de cet ordinateur, c'est qu'il peut faire des modèles de pointage. C'est-à-dire que quand tu pointes avec un télescope, mais si mécaniquement il n'est pas parfait, je sais pas, les deux axes sont pas perpendiculaires, si les encodeurs sont pas pile poil au centre de rotation, enfin, Et ne il y a des serait-ce trucs comme ça. si t'es pas parfaitement à l'horizontale. Si tu n'es pas parfaitement horizontal, tout ça fait que tu vas avoir un écart au pointage. Oui. Le télescope, il croit qu'il est pointé, mais en fait, non, tu n'es pas centré ou tu es à côté. Mm. Et donc, on a mis en œuvre tout un système de modèles de pointage avec des paramètres qui fait qu'une fois que tu les as mis dedans, hop, il va viser beaucoup plus juste. Donc ça, c'est fini. Bon, j'ai encore un petit chouille à faire. Et le gros truc de ces derniers mois, ça a Et été... donc tu travailles Ouais. avec le constructeur carrément. Non, c'est dans le... Ah, c'est toi qui. Dans en fait, l'Argonavis. il y a tout pour paramétrer, mais c'est à toi de faire tout ton Voilà, paramétrage. c'est-à-dire que tu vas pointer par exemple cinquantaine d'étoiles et il a suffisamment d'informations Ouais. pour calculer les termes pour améliorer la précision du Mhm. pointage. Là, on D'accord. parle que de pointage. Le pointage. Et après, il y a le suivi. Et là, c'est des ratios entre un tour de télescope et par exemple 10 000 tours de moteur. Ouais. Bah, c'est peut-être pas 10 000, c'est 9 822 ou bon, voilà. D'accord. Et ça, Donc en fait, c'est fait entre guillemets à la grosse par Norman Fulham à l'origine. Voilà. Mais il y a toujours moyen de pouvoir optimiser Oui. le truc avec Et plus il de faut précision. optimiser si tu veux aller tenter des trucs un peu extrêmes. Ouais. C'est-à-dire que pour un suivi d'étoiles, ça va. Mhm. Le ratio qu'il a mis, ça va. Mais nous, on a eu l'idée de dire, ah bah tiens, et si on tentait de suivre la station spatiale? Et là, c'est plus la même. Parce que la station, elle va 200 fois plus vite qu'une étoile. C'est ça. Donc il faut que tes ratios soient pile poil, parce que sinon tu vas pas suivre à la Ouais, bonne tout à fait. vitesse. Et voilà. Il faut qu'elle pointe super bien, parce que si elle pointe à côté, eh ben, elle va pas calculer la bonne trajectoire. C'est Quand ça. tu rentres aussi dans le système. Il faut aussi que ton horloge de l'ordinateur de l'Argonavis, elle soit au centième de seconde. Mhm. Parce que si tu as une seconde de retard, Bah, c'est certain, ouais. la station elle est déjà passée. Et donc tout ça, c'est des optimisations qui sont quasi terminées ou qui permettent du coup de voir la station spatiale, de dire allez vas-y dessus et tu vois le monstre et qui suit. Et toi, tu t'es à l'oculaire et tu vois la station et toutes les étoiles qui défilent à fond Oh parce là que là, truc de fou. c'est sur la station. Et là, on est en train de terminer ça parce qu'il y a encore un petit chouille de ratio à optimiser parce qu'il faut juste, avec la raquette, on n'a pas montré la raquette, avec la raquette de commande, bah, il faut juste un petit peu la recentrer, tu vois. Ouais. Mais ça, dans les prochains Donc mois, elle est ça sera terminé. en sans fil avec ce Elle est en truc-là. sans fil. Ouais. Ok. Ah, Avec ça, plusieurs c'est vitesses. bien parce qu'il n'y a pas de fil qui se Non, balade il y et a tout pas, ça, il y a c'est quand pas, même il y a pratique sur le terrain. Voilà. Et du coup, bah là, on arrive à voir la station spatiale. Que le fabricant du système ne pensait pas possible. Il a dit, mais Ouais. nous, on a fait ça pour des 200, des 250, ce système Ouais. de suivi de la station spatiale, et il était sur le cul qu'on puisse faire ça au 900. Et ça, c'est super, quoi. Ah bah ça. Ah ouais, c'est super rigolo. Après ça, Quand on tu vas va à faire la des station, prises de vue. Moi, j'en et- connais une qui qui va venir. bah, mettre on la va essayer, caméra. on va essayer peut-être de faire des vidéos quand tout sera vraiment terminé Ça d'optimiser sera les extraordinaire, ratios. ça. Ouais, je pense Ah bah que ça va être pas mal. Puis on va se mettre à la photo aussi. Pour l'instant, il est que visuel, tu vois. Voilà. Photo planétaire, t'as jamais essayé encore? Non. Ah ouais, ça, là-dessus, photo planétaire, c'est quand le signe est là, je pense que ça doit être extraordinaire. Ouais, oui. Alors, voilà. Alors, sur un gros diamètre, on est plus souvent limité par la turbulence C'est ça. et par le seeing. Ça, il faut le savoir, parce qu'on n'a pas trop parlé. Enfin, forcément, un gros diamètre, c'est plus de contraintes. Après, bah, des fois, tu en prends mais plein les yeux. Donc, c'est pour ça que tu acceptes les contraintes. Voilà. En termes de planétaire,
on est plus souvent limité par le seeing. D'abord, tu as une surface comme ça. Si tu as des cellules de convection qui sont petites, peut-être qu'avec un petit télescope, tu vas passer au travers à peu près. Et puis là, non, tu en as plusieurs. Hein, donc tu peux être plus souvent limité par le seeing. Mais par contre, quand tu as un bon seeing, et puis le miroir, il est bon. Donc là, tu as vraiment des images qui sont exceptionnelles. Mais tu vas peut-être avoir ce genre d'image, je ne sais pas moi, 2 nuits sur 10, 1 nuit sur 10, ça dépend de ton site, hein, bien sûr. Ouais. Mais voilà. Donc c'est pas tout le temps. C'est pas comme même sur un petit, hein, tu n'as pas tout le temps bien sûr. signe. Alors, quelques observations mémorables. Moi, je pense que les objets préférés. Pour moi, ce qui vraiment change radicalement entre un télescope, un 600 par exemple, et un 900, ça va être les dentelles du cygne. Ça, les dentelles du cygne, tu vois vraiment les filaments. Déjà au 600, c'est exceptionnel. Au 600, c'est déjà, bien. Mais là, hier, on est resté plus d'1 heure avec tous les gens qui regardaient. Ah ouais, parce que là, tu vois vraiment, mais tous les filaments entrecroisés, en fait, tu peux zoomer là-dedans, et ça, c'est vraiment hallucinant. Ça, pour moi, les dentelles du cygne, c'est l'objet qui est le plus différent avec un très gros diamètre. Ça, c'est sûr. Après, moi, j'aime bien le ciel profond, donc dans les amas de galaxies. Clairement. La chevelure de Bérénice. C'était quand il y a 3 semaines, on était dans un amas dans la chevelure Bérénice où là. Tu vois, je sais pas, dans le même champ, tu as une quinzaine de galaxies, peut-être à peu près, tu vois. Tu vas après essayer de retrouver sur des photos et tu te rends compte que tu vois, pas toutes les galaxies de photos, mais tu vois plein de galaxies, tu vois. Voilà, quand tu vas aller hop, la petite galaxie, magnitude 17, tu la vois, quoi. Une galaxie genre M100 par exemple, qui est très belle comme détail, mais qui est petite. Là-dessus, tu peux rentrer dedans, quoi. Alors, la différence, mais c'est déjà le cas avec un 600. Hein, avec le 600, tu accèdes vraiment à la structure des galaxies, les bras spiraux, les trucs. Et là, le 900, c'est, encore une fois, c'est presque toutes les galaxies du monde, tous les Messiers, par exemple, on voit des structures, des trucs qu'on ne voit pas au 600. Mais sur les amas, on voit vraiment toutes les... pas toutes, mais pas mal des galaxies satellites, des grosses, pas sur la Vierge, par exemple 84, 86. Hop, tu vois toutes les galaxies autour. Oui. Voilà. M33, tu as pas mal de détails à aller chercher là-dedans. Ouais, mais M33 est grosse. Elle est très grosse, mais il faut se balader dedans, mais il y a tellement de choses. Ouais, mais alors du coup, tu vois, quand tu es vraiment dedans, vaut mieux peut-être au 600 là, tu vois, parce que au moins au 600 tu as un champ plus grand et du coup tu vois le ciel noir autour. Ouais. Alors après il faudrait aller chercher, tu vois, les amas globulaires de N33, ça c'est dans la to-do list, ça. Mais par contre au premier abord, tu es dedans. Et c'est comme Andromède, tu es dedans et tu dis mais en fait parce que tu es trop dedans. Ouais. Tu vois. Ouais. Et c'est aussi l'intérêt de regarder dans le télescope, de comparer avec les deux, voir le champ. Ouais. De comparer avec les deux. Voilà. Alors ça on pourra jamais le voir au RAP. M42, le cœur d'M42, moi je l'ai fait au 620 à Saint-Véran, c'est extraordinaire. C'est tout nuageux. Voilà, c'est plein de flocons et tout ça. Des nuages. Sur les photos, généralement, la partie du cœur d'M42, elle est cramée. Et là, en fait, non, tu vas t'adapter ton acuité visuelle. Et là, il y a plein de détails, c'est super. Oui, tu as plein de détails. Après, c'est pas mon objet préféré parce que c'est pareil, tu es dedans. Ça manque de perspective autour. D'accord. Mais bon, c'est sûr que tu vas regarder sur le mur droit avec un genre d'arc-en-ciel de couleurs. Oui, parce que tu les as les couleurs sur M42. M42, t'en as. Après, moi, je suis pas très sensible aux couleurs. Hier, il y avait un gars, on était sur la lyre, le mec il dit l'intérieur est vert, l'extérieur est rose. Moi, je vois pas. Mais après, c'est physiologique, quoi. Bon, ce télescope, j'ai vu un petit papier là écrit dessus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a un projet, mais qui n'est pas encore du tout abouti. Hein. C'est vraiment un projet de dire est-ce que je construirais pas un plus gros, tu vois. Mais bon, pour le financer, il faudra que je me mette à vendre ça. Bon, c'est très hypothétique, il faut trouver un endroit. Comment tu étudies la faisabilité? C'est la faisabilité. Voilà. Donc, je prendrais quelle optique, comment je fais la structure, etc. Voilà. Tout ça, c'est en train d'être réfléchi. Où est-ce que tu dis plus gros, mettre? Tu dis quoi, 1 mètre, 1m20? Un peu plus, ouais. Ouais, plutôt dans la 1m20, 1m30 dans ces eaux-là. Bon, attends, mais Non, mais
C'est vrai qu'il c'est que des faut projets, imaginer le truc. il n'y a rien Ça veut ça dire se mûrit. Hein, faire, entre guillemets, par tes moyens, une structure qui ait au moins cette résistance et cette... oui, voilà. Bon, de toute façon, je n'aurai pas le pognon pour un télescope complet, parce que Oui, Flume, il en fait. Hein, il fait un 50 pouces, tu dis, je te fais un 50 pouces. Là, c'est parce que tu l'avais trouvé d'occasion. Ouais. Après, mais par contre, tu achètes le miroir, parce que je suis incapable de tailler ça, bien entendu. Ouais. Et puis là, par contre, la structure, le barillet, tout ça, ça, tu te dis, tiens, pourquoi pas, ça pourrait être un projet, avec patience, un projet de club, quoi, et puis un projet perso, quoi. Bon, très hypothétique, mais c'est pour ça qu'il y a pourrait. Voilà. Donc voilà. Si ça peut vous intéresser, comment on te contacte? Raphaël Guinamard. Vous me trouvez soit sur les réseaux, soit sur Astro, Web Astro ou tous les forums. Ouais. Voilà, ok. Un petit truc quand même à montrer, parce que oui, ça ne tient pas dans le coffre d'une voiture quand même. Non. Alors, on peut peut-être montrer, et on va terminer avec ça, les contraintes de transportabilité quand même du monstre. Donc là, j'ai acheté finalement une remorque sur mesure, qui a la particularité d'avoir des vérins, qui fait qu'en fait, elle vient se poser au sol. Littéralement, d'accord. C'est-à-dire que tu t'enlèves ça, tu viens pomper, tu viens dévisser, un système pneumatique, là. Un système pneumatique, tu viens pomper, et hop, la remorque se pose au sol, et avec la petite ridelle, hop, on va rouler le télescope dedans. Ah ouais, d'accord, donc en fait, oui, punaise. Ouais. Donc en fait, tu as des essieux complètement indépendants en fait. Sur on pourrait montrer ça aussi. Ça, c'est le truc pour laver le miroir. C'est-à-dire que tu mets le télescope pour viser l'horizon, tu fous ça dessous et il est un peu en pente. Ça va évacuer la flotte. Voilà, ça va évacuer la flotte. Du coup, ça va être un peu comme ça en gros. Quoi, comme chez le coiffeur. Voilà, et du coup, la flotte, comme ça. Ouais. Du coup, la flotte, tu protèges ton optique et tu peux laver le miroir. Directement dans son barillet. Moi, je t'ai vu sortir le miroir comme ça à 4. Le miroir, c'est super galère. Hein. Ah ouais, non, 40 kilos quand même la bête, même s'il est allégé. Hein, oui. Voilà. Et du coup, là, tu peux nettoyer. Et ça évite les manipulations. Ouais, ça évite les manipulations. Et du coup, tu hésites beaucoup moins à le miroir nettoyer peut-être 2 fois par an, tu vois. Et ça, c'est super pratique. Ça fait partie des petites optimisations qu'on a fait, quoi. Toute bête. Dans les contraintes d'utilisation d'un télescope de très très gros diamètre et très gros grossissement, forcément, puisqu'on est en afocale, le chercheur, c'est ça ou c'est ça? Ouais, la plupart des gens ils disent tiens, t'as mis un 250 en chercheur. C'est pas un chercheur, c'est vraiment pour comparer les images. C'est un comparateur. Le chercheur, c'est le Telrad. Ouais, alors c'est un Rigel Finder, c'est pareil que le Telrad, quoi. Hein. Mais ça sert que pour faire l'alignement initial de 2 étoiles pour savoir où il est. Après, il fait le go-to. Et après ça, tu fais tout en go-to. Voilà. En fait. Et normalement, tu es à peu près dans le champ, enfin à peu près, quoi. Hein. Si vraiment, tu peux quand même vérifier et te représenter, mais avec les modèles de pointage, et parce qu'il y a des termes qui sont non persistants, on a oublié de dire tout à l'heure. Il y a des termes qui vont rester d'une session à l'autre, et puis il y a des termes qui peuvent être différents. Donc, il faut refaire un petit modèle que je fais, mais juste en observant, quelques objets. Tu dis, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Et, calcul. Et du coup, il va trouver les termes du modèle de pointage qui sont non persistants. Après là, c'est comme un alignement 3 étoiles Skywatcher, quoi. Ouais, voilà. Mais sauf que c'est sur des trucs des problèmes de structure. Non idéal, quoi. Enfin bon, peu importe. Je vois que tu as un thermomètre. Ouais, c'est pour le fun. Hein. C'est pour le fun. C'est quand on observe en hiver et que ça caille vraiment, j'aime bien savoir où... Ta température. Voilà. D'accord, c'est pas une utilisation technique en fait. Oh non, d'accord. Non, c'est comme ça, quoi. Est-ce que tu as déjà amené le monstre en altitude, en haute montagne? Tu as parlé de la Sardaigne. Alors ça, c'était avec le 600. C'était avec le 600. Avec le 915, j'étais au Restefond. Au col de Restefond. Voilà. Donc ça, c'est dans le Mercantour, hein, ça réserve de ciel étoilé. Restefond-la-Bonnette de 2500 mètres d'altitude. 2500 mètres d'altitude. Ouais. Et là, c'est extraordinaire. Oui. Alors c'était le tout début, tu vois. Donc et là, chaque la objet. Transparence et le contraste du ciel est incroyable. Chaque objet, tu redécouvres. À chaque fois, tu te prends une claque, quoi. Sachant que c'est de la route bitumée pour aller au col de Restefond. Voilà. Donc ça, voilà, c'est pas c'est un col routier. Hein, alors, mon petit doigt me dit que
T'as posé la question de savoir si tu pouvais monter à Saint-Véran et malheureusement ça ne va pas être trop Le mec possible. a dit non, laisse tomber, la route c'est pas possible. Ah ouais, non, je te le confirme. Hein. Ouais, Franchement, ouais. la route, faudra pas le faire. Mais en tout cas, je te souhaite de magnifiques observations avec ce monstre. Eh bien merci. D'avancer progressivement aussi sur les projets futurs. On a toujours des projets futurs Ah, quand on bah, est ouais, addict. ouais. Hein. Comme on dit aux carabinieri, c'est très addictif. Merci beaucoup. Merci. Voilà, avec ton parcours aussi d'astronome amateur, c'est inspirant, j'ai envie de dire, pour beaucoup. Certains partent vers l'astrophoto, d'autres partent vers Ouais. le visuel. Toi, tu es Ouais, vraiment moi, un visuel, féru de visuel. ouais. Et en même temps, tu as envie de jouer aussi un petit peu avec en on va planétaire, essayer, là. l'ISS et tout ça. Je crois que l'ISS au 915, ce sera sans doute une première mondiale. Ah oui, le mec il m'a dit, ah, Donc. mais ça non, c'est... enfin, Donc ce sera extraordinaire. en tout cas, avec ce système-là, Ouais. parce que bon, Oui. voilà. Non, mais en gros diamètre, j'ai pas vu de plus gros que 400, je crois, Je sais pas. aujourd'hui pour faire de l'ISS. Donc c'est tout le bonheur qu'on souhaite. Bien, merci. Merci pour tout. Et puis bah voilà, vous pouvez retrouver Raphaël sur les réseaux sociaux Web Astro, AstroSurf. Hein. Et puis bon bah voilà, si vous connaissez son club, vous avez de la chance et je suis jaloux. Allez, merci. Allez, merci beaucoup et on vous dit à très bientôt sur la chaîne Astro. Au revoir.